La Renaissance africaine est considérée comme un mouvement qui appelle les Africains et les nations africaines à s'engager, à surmonter les défis auxquels est confronté le continent noir et ainsi parvenir à une espèce de restauration culturelle, scientifique, économique et pourquoi pas politique. C'est dans cette même logique qu'il va falloir comprendre la notion, sinon le mot panafricanisme. Mais le peuple de Kama est divisé aujourd'hui. D'un côté, les chrétiens, de l'autre, les musulmans ou encore les Ngunza, les animistes dans toute la diversité possible et la multitude des obédiences spirituelles occidentales fragilisent et freinent cet élan, cette dynamique. C'est justement là qu'il faut comprendre l'évangéliste Roger Baka, panafricaniste, réformateur christique et auteur d'une pluralité de livres, lorsqu'il parle de la restauration des valeurs africaines dans le sacerdoce, et ce, au travers du thème la renaissance africaine par la convergence de connivence. Évangéliste Roger Baka, bonjour. Bonjour Jazz. Merci d'avoir fait la traversée pour venir parler au peuple du studio 210. On vous connaît chrétien, chrétien engagé, chrétien zélé. Je ne sais pas si c'est le mot l'adjectif qu'il faudra placer. Comment vous vous retrouvez dans ces histoires de panafricanisme? Parce qu'on sait que entre le panafricanisme et le christianisme, aujourd'hui, il y a une espèce d'antinomie. Merci beaucoup Jazz. Je remercie la télévision congolaise pour la protection des valeurs et surtout vos émissions et toi-même, dont la réputation a traversé les frontières et nous a conviés à venir vous rencontrer. En fait, si aujourd'hui nous parlons de la convergence des connivences, c'est parce que nous sommes butés à une difficulté qui va encore remettre sur la table la grande question de l'identité et de la dignité de l'homme noir. Pourquoi j'en parle? Je dis que nous avons été tellement acculturés, nous avons été tellement formatés pendant plus de 2 siècles et qu'il faille qu'à un certain moment donné, que les élites africaines s'élèvent pour pouvoir thématiser les données de leur temps et laisser une solution à la future génération. Je ne pense pas, à mon avis, qu'il y a une antinomie entre le christianisme et le panafricanisme. Et c'est la raison pour laquelle je me suis décidé d'être là pour pouvoir en parler, dans la mesure où vous venez de faire une très belle introduction. Nous nous sommes retrouvés divisés dans des perceptions politiques, dans des perceptions philosophiques, je dirais même dans des perceptions aliénées christiques, qu'aujourd'hui, le peuple du Kamat, comme vous le dites, le peuple d'Afrique, trouve du mal à prendre son élan pour son développement. J'en parle parce que le monde entier est en train de virer dans une zone de turbulence. C'est le moment où jamais qu'il faut saisir l'occasion. De plus en plus, vous entendrez le concept New World Order, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial prône des visions qui, si l'Afrique ne prend pas conscience, nous allons disparaître, ensemble, avec nos divergences. Le nouvel ordre mondial tel que prôné, c'est une minorité de gens qui s'appellent globalistes ou mondialistes ou élites, qui en cachette sont en train de préparer comment arracher au monde sa liberté tout en excluant l'Afrique et l'Australie du monde. Contrôler en fait le monde. Prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. Et donc, à ce niveau-là, ce n'était pas encore grave. Mais c'est lorsque j'apprends qu'ils veulent mettre en place un système qu'on appelle Ordo ab Chaos, c'est-à-dire créer l'ordre par le chaos, c'est là où je dis qu'il était important que je traverse, que j'aille voir mon frère panafricain, que nous puissions un peu cogiter autour de cette matière pour réveiller des dimensions. Ma démarche touche des dimensions. Les autorités politiques africaines
et la base, la population africaine, qui est d'ailleurs en antinomie. Moi, je pense que ce n'est pas le christianisme qui est en antinomie avec le panafricanisme. C'est le travail bien fait de manipulation des consciences par l'Occident qui a fini par créer un décalage entre la communication des autorités qui nous gouvernent et la base. Pris sous cet angle, je me retrouve obligé de venir parler d'abord au peuple du Kamat du centre. Je parle, quand je dis centre, je vois la République démocratique du Congo, je vois la République du Congo-Brazzaville, je vois l'Angola. Voici le pilier de la relance du panafricanisme tardif, c'est-à-dire le panafricanisme qui n'apparaît ici dans le premier cas que nous pouvons essayer d'aborder une nouvelle dimension dans la convergence de connivence, tout en mettant de côté nos divergences. Essayons de réfléchir en quoi la spiritualité ou la philosophie que nous avons adoptée peut nous permettre de prendre les élites et de provoquer le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, je fais référence à un ouvrage, l'ouvrage d'un auteur, Le Soleil des Indépendances. Oui. Avec Le Soleil des Indépendances, dans la période de 1960, exact. Ce sont des indépendances, entre guillemets, ratées, indépendances de façade. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique porte en elle, avec elle, l'état de l'esclavage, de la colonisation, à tel point qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire entendre raison à un Africain parce que l'Africain se renie lui-même de manière permanente et perpétuelle au profit de la civilisation occidentale. Et la question que je posais, comment vous allez réussir? Parce que depuis là, on ne parle, ce que vous dites, bien des gens l'ont dit, on reste au niveau théorique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pourquoi c'est resté sur le plan théorique? Exactement le 6 mars 1957, Kwame Nkrumah, partisan du panafricanisme tardif, va faire une déclaration dans son discours qui proclame l'indépendance du Ghana. Il va demander que l'Afrique doit s'unir. Il va publier beaucoup de livres que j'essaie de parcourir. Mais dans le panafricanisme de Kwame Nkrumah, il insiste sur un aspect. La fédération économique, je précise, et politique de grandes zones d'Afrique. Il insiste rien que sur la fédération économique et politique. Et vous savez, je vais vous faire une petite historique pour vous montrer comment ils sont restés au niveau de la théorie. Le panafricanisme que prône Kwame Nkrumah, d'abord il va mourir de manière que je ne sais pas expliquer. Il n'est pas le seul. Vers les années 57-60, il y aura un autre mouvement que vous devez savoir d'ailleurs, de Ngalula Mpandangila, de Lumumba. 30 ans plus tard, panafricanisme, les idées quasi similaires avec Thomas Sankara, qui sera assassiné à 37 ans. Ça va évoluer dans cette même perspective de l'Union africaine, dans le panafricanisme des fédérations. Kadhafi va prendre la même idée. Le jour où il proclame les États-Unis d'Afrique, Kadhafi sera assassiné. Vous dépassez cette époque. Vous venez dans le mouvement patriotique avec le président maréchal Mobutu, qui d'ailleurs, je vous apprends, qui était quelqu'un qui voulait protéger le panafricanisme, qui a été assassiné. Je vous informe encore les limites de ce panafricanisme. Vous allez constater que Laurent Kabila, le père qui est venu en 1997 en République démocratique du Congo, était un patriote nationaliste africain. Vous savez qu'il a été abattu. Je vais aller un peu plus loin. Dans ce mouvement qui est limité du panafricanisme, des fédérations, des zones économiques et politiques, les leaders politiques congolais, les présidents africains deviennent la proie du nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que l'humanité va subir des édits. L'Europe tend vers sa chute. L'Amérique, lourdement endettée, pour ceux qui ne le savent pas, tend vers sa chute. Alors ils sont en train de développer des méthodes pour assurer leur survie. Je tends la main sur mon cœur, je dis, Dieu soit loué.
Ézéchiel 38, le prince du Nord va se réveiller, à savoir Poutine, pour se rallier à Gog et Magog, qui ne sont rien d'autre que le mouvement du communisme. C'est vous qui dites Poutine, hein, parce que dans les Écritures, on ne parle pas de Poutine. Je vais te dire le prince du Nord. Vous interprétez en fait. Je te dis, je rallie. Le prince du Nord de l'Europe. Regardez la cartographie africaine. Moi, je suis dans le mime prophétique. C'est un des cours que je donne où l'Africain doit comprendre le langage mimétique de la Bible. Celui qu'on appelle le prince du Nord, aller dans les recherches au-delà des analogies de la Bible est transmis, c'est Poutine. Une prophétie qui a été dite depuis le livre d'Ézéchiel 38. Pourquoi il existe? C'est tout simplement parce que pour arrêter l'Afrique, il faut créer des mouvements d'aliénation. Vous voyez comment on a assassiné tout ce monde-là? C'est pour donner un message à d'autres présidents qui tenteront la même théologie, qui tenteront la même idéologie. Sincèrement, je regarde la télévision, je dis merci à Dieu, créateur, protecteur des camarades de l'Afrique, pour ces présidents Sassou Nguesso. Déni. Certains ne me comprendront pas. Regardez tous ces contemporains, ils ont été assassinés. Sur quelle base, de quelle sagesse et de quelle intelligence, de quelle danse diplomatique continue-t-il à survivre? Regardez la Libye. On a cru que l'assassinat de Kadhafi serait une solution pour la Libye, effondrée dans le chaos. Regardez la République démocratique du Congo. On a cru que soulever la population contre son autorité serait la solution. L'on regrette Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et voilà qu'on vient de nous ramener là-dedans, qu'il faut encore identifier de Lumumba. Quelqu'un qu'on a assassiné à Lubumbashi par ses contemporains africains. Maintenant, lorsqu'ils ont compris que le mouvement de l'assassinat n'est passé plus bien, le nouvel ordre mondial va passer dans une nouvelle dimension pour arrêter le panafricanisme. Toujours des fédérations économiques et politiques. Ils vont développer le concept de Ordo ab Chaos. Que veut dire Ordo ab Chaos? Créer l'ordre par le chaos. Mais de quel chaos sont-ils en train de parler? De quel chaos? Le chaos de la guerre bactériologique. L'Afrique doit se soumettre à l'Europe. Si l'Afrique veut protéger ses intérêts, pourquoi? Sur le plan climatique, la perturbation climatique n'a de salut que dans la zone brazzavilloise, Le bassin du Congo. le bassin du Congo, la forêt équatoriale, ensuite vient le Brésil. Mais la grande partie qui résorbe le problème du climat se trouve en République démocratique du Congo et à Brazzaville. C'est une guerre. Nous subissons la loi de ne pas toucher à notre forêt. 2. Vous verrez que le potentiel agricole, je prends le cas de la République démocratique du Congo, 80 millions de terres cultivables, à peine 10% est exploité. 80 millions de terres arables correspondent à la globalité de l'Union européenne. Vous allez remarquer que l'Allemagne est en train d'acheter des terres en Afrique par le biais de la Tunisie. Vous saurez qu'ici, à Brazzaville, vers la zone Mboshi, si je ne me trompe pas, il y a des hectares qui ont été achetés. Quel est le but pour lequel ces Occidentaux commencent à acheter nos terres? Je passe. Mais je te parle de la guerre bactériologique qui a créé des dégâts en Afrique. Les Africains ne se sont pas réveillés. Jazz. Lorsque vous parlez de guerre bactériologique, vous faites allusion à quoi? Aux bactéries. Covid, etc. La manipulation de germes, des épidémies, pour former une bactérie plus puissante que la bombe nucléaire. Ce qui soumettrait les nations à rechercher le secours auprès de l'organisation. Vous êtes dans les théories du complot en réalité. Mais je suis en train de te montrer. Dans les théories du complot. Mais la théorie du complot, c'est ça. Regarde cette théorie, qu'est-ce qu'elle a engendré comme dégâts en Afrique. Vous pensez que nous avons été en confinement pour rien? Ceux qui ont été prudents ont protégé leur corps. Je parle des autorités politiques. Parce que cette loi dit, vous ne vous soumettez pas au dictat de l'Europe, des blocs occidentaux, je veux dire, vous serez déstabilisé politiquement parce qu'on va utiliser un Africain.
on va utiliser un Congolais de Brazzaville, on va utiliser un Congolais de la RDC qui se fera manipuler par l'étranger pour rebeller la population et créer le dégât dans votre pays. Voilà la grande politique occidentale. Sur cet aspect des choses, vous connaissez Nkurunziza, il est parti pour le refus du confinement. Magufuli, il est parti pour la même résistance. Juvenal de Haïti, il est parti pour la même résistance. Béni soit l'intelligence africaine qui a su donner une diplomatie à nos deux présidents de la RDC et de Brazzaville pour jouer avec cette danse afin d'épargner la population d'être manipulée contre les autorités. Je rentre, vous avez parlé d'une chose très très importante, Jazz. Vous avez dit que ça ne reste que sur le plan théorique. Pourquoi ça reste sur le plan théorique? Parce que la dimension spirituelle n'a pas été prise en compte. Vers les années 1780, il y a deux théories mondiales qui prennent place pour mater l'Afrique. Jazz, il s'agit de 1776, il s'agit de 1778. En 76, un certain prêtre juif, très plongé dans l'occultisme, va réunir toute la magie du monde pour n'en former qu'une. Qui c'est? Adam Weishaupt. Ce monsieur va créer un mouvement qu'on appelle la confrérie des illuminés. Pourquoi il crée cette confrérie des illuminés? Parce que vers ces années 1786, Thomas Jefferson va publier un livre intitulé The Notes of the State of Virginia. Qu'est-ce qui est au centre de sa publication? La problématique de la croissance démographique de l'homme noir. Lorsqu'il il publie ces livres-là, il y a des pères de l'économie politique moderne, tels que Malthus, tels que Ricardo, tels que Adam Smith, Karl Marx. La préoccupation de ces penseurs, c'est l'émergence de l'élite noire. Il faut savoir l'arrêter. Il y a une croissance démographique qui inquiète l'Occident. C'est quoi? C'est qu'il estime que l'homme noir est en train de se développer très rapidement. Il faut arrêter ces progrès. C'est ainsi que, d'ailleurs, le concept panafricanisme, qui n'a pris son essence que vers les années 1900, mais vers le XVIIIe siècle, il y a un mouvement qui va se développer. Ce mouvement est scindé en deux. Pour résister à l'élimination de la race noire. Je dis bien l'élimination de la race noire. Le panégrisme rémigrationniste et le panégrisme implanté. Ces deux mouvements, c'est la première résistance des Noirs pour protéger, pour que Jazz existe aujourd'hui, pour que moi j'existe, pour que Congo-Brazzaville existe. Il y a eu des gens qui ont donné de leur vie. Cependant, les panégristes rémigrationnistes disent il n'est nullement question, rappelez-vous à l'époque, les États-Unis, dans sa guerre d'indépendance vis-à-vis des Anglais, faisaient la guerre et ils avaient intégré certains Noirs. Ces Noirs étaient là pour combattre au nom de leur liberté. Une fois la guerre gagnée, qu'on leur donne la liberté. Après la guerre, certaines catégories sont allées à la Nouvelle-Écosse, aujourd'hui Canada, et d'autres sont allées à Londres. Mais ça ne tiendra pas, parce que les droits des Africains ne sont respectés que dans quelques conditions anecdotiques. Si ça les favorise, ils le respectent. Si ça ne les favorise pas, ils ne le respectent pas. C'est ainsi qu'un fonds a été réuni avec tous ces panégristes. On a pris plus de 5000 Noirs qu'on a ramenés au Sierra Leone. Il y a eu des Noirs qui ont été ramenés ici, là, et on a tenté, certains sont allés en Haïti en 1904, à l'époque de l'indépendance. Ils ont toujours compris que l'homme noir était au centre de l'élimination de la pensée de l'Occident. Excuse-moi, Jazz, ce qui me révolte, c'est qu'il y a une revue de presse qui est tenue par le Rothschild. Il y a le Rothschild, le Bilderberg et les grandes familles industrielles, telles que la famille industrielle Atalia. Ils ont une revue de presse mondiale intitulée The Economist. Mais en 1988-89, ils vont publier sur la page d'ouverture une carte qui me révolutionne.
une carte qui met en place des blocs continentaux. Je vais le citer. Le premier bloc, c'est le bloc Europe-Amérique, accolé à l'Angleterre avec le Brexit. Le deuxième bloc, c'est le bloc islamistan, qui prend toute la partie arabe. Le troisième bloc, c'est le Confucianat, la Chine. Il respecte cette puissance régionale. Le quatrième bloc, c'est les Hinduland, avec l'émergence de l'Inde. Jazz, quelle surprise est la mienne en tant que chrétien panafricain? C'est que vous allez remarquer deux choses dans cette carte. Il n'y a pas l'Afrique. L'inexistence de l'Afrique subsaharienne et la disparition de cette carte de l'Australie. Je pose la question. Qu'est-ce que l'homme blanc envisage pour nous? Alors, est-ce que pour nous, justement, nous sommes à la fin de cet entretien, Oui. est-ce que pour nous, le problème, ce n'est pas, vous avez commencé par citer Kwame Nkrumah, vous êtes allé jusqu'à la fin, est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'avoir ignoré, d'avoir négligé le combat, la bataille d'un grand panafricaniste, Cheikh Anta Diop? Oui. Je pense que je respecte beaucoup la pensée de Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, c'est parmi le père que j'essaie de beaucoup lire pour comprendre l'histoire africaine. Mais, écoute, je t'ai parlé du mouvement philosophique qui a été créé par Adam Weishaupt. Cela va intégrer l'homme blanc et le noir. Pourquoi? Parce que le mouvement philosophique va au niveau de l'âme. L'être humain est composé de trois hommes comprenant deux natures. Dans la composition de l'être humain, la Bible n'est pas contre. En termes de 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il commence par l'esprit, l'âme et le corps. Et que tout votre être soit conservé irréprochable en harmonie. Mais ce que me préoccupe ici, c'est que le mouvement philosophique lancé par l'Occident, c'était une manière de continuer à maintenir l'homme intellectuel africain par des mouvements philosophiques qui peut créer la supériorité de l'homme noir sur l'homme blanc. Autant tu connais sur le plan spirituel, autant tu peux dominer l'homme blanc. Justement, c'est ce que je dis. C'est là où je suis. Cheikh Anta Diop je pense qu'il a des bibles, des dictionnaires dans le sens de ce combat. Il a été en avant-garde. J'ai l'impression, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'on lit Cheikh Anta Diop, mais on ne le pratique pas assez, peut-être parce qu'il était musulman. Non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis aux Africains, que vous soyez musulmans, que vous soyez kimbanguistes, que vous soyez de l'église de Noir, que vous soyez chrétien ou primitif ou des modernes, nous devons converger. Qu'est-ce qui nous unit? Au-delà de tout, c'est l'Afrique. Est-ce qu'il y a-t-il dans le musulman africain, le kimbanguiste africain, le chrétien africain et bien d'autres confessions religieuses qui peuvent être développées et citées, y a-t-il des éléments que nous pouvons mettre en connivence pour le développement de l'Afrique? Moi, je vais dans la dimension de la spiritualité des développements. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que nous puissions développer l'Afrique? C'est une question d'abord de la spiritualité. Ensemble, au-delà de l'indivergence, Voilà. Se battre pour le continent. Deuxième question, lorsque nous regarderons nos autorités politiques, c'est alors que nous leur poserons la question. Quel est le problème qui est au centre de la méfiance de la population avec les autorités? Si nous découvrons ces problèmes, ensuite nous allons prendre des éléments que l'homme blanc nous a aliénés. La démocratie à l'occidental, et le deuxième, c'est les églises de réveil. Je m'excuse, que d'autres qualifient des églises de rêveurs. Ou de sommeil. Il faut une restauration. D'ailleurs, c'est ce que je développe dans les livres que j'écris. C'est le consciencisme. Jazz, je vais en 1 minute ou 2 minutes dire certaines choses qui sont indispensables pour le Congo-Brazza et pour la RDC. Il faut la restauration de valeurs. Il ne nous reste que quelques secondes. La restauration de valeurs sacerdotales, dans la mesure où nous allons nous réapproprier
nos valeurs culturelles africaines sans rejeter certains éléments exogènes que les Blancs nous ont apportés. Il faut que nous puissions nous poser la question. Israël nous a ramené la Bible. L'Occident dit que c'est le livre de développement. Mais Israël a une armée forte. Israël est fort en élevage. Il est fort en agriculture. Il est fort dans la pisciculture. Mais pourquoi c'est la même religion qu'on nous apporte qui développe au Congo la bassesse économique, qui développe dans les bassins du Congo la bassesse politique? C'est parce que les autorités politiques, que vous alliez au Mali, que vous alliez en Côte d'Ivoire, que vous veniez en République démocratique Congo comme ici, en Angola, les autorités politiques développent une peur vis-à-vis de leur base. Parce que la base est manipulée pour livrer leur élite politique à l'Occident par l'installation de ces pays. Nous devons nous asseoir pour développer la confiance entre les autorités politiques et la base, en restaurant les valeurs spirituelles du christianisme. Il est temps. Voilà pourquoi valeurs spirituelles du christianisme. Voilà pourquoi les livres. Certains diront aussi valeurs ancestrales. Mais il faut les intégrer. Pourquoi? On les appelle les chefs coutumiers, pas en vain. Ce sont des protecteurs de valeurs coutumières. Merci beaucoup. Je suis d'ailleurs d'accord avec ton avis. C'est la fin de cet entretien. Je te propose, Jazz, de m'en donner aussi la prochaine fois quand je serai là. Il n'y a pas de souci. Un numéro de téléphone, certainement. Un je suis en République démocratique du Congo, ici, avec un numéro, et à Brazzaville. J'ai une université de la foi chrétienne pour la restauration de valeurs spirituelles africaines, qui est intitulée Université de la foi chrétienne. Et nous sommes en ligne à travers la chaîne Roger Baka officielle ou IFC Sion Télévision. L'université est basée à Kinshasa. Ça fait 3 ans maintenant que nous existons à Bandal, dans le quartier Adoula, sur avenue Kimvu, la 253, pour ceux qui voudront bien nous visiter. Mais nous sommes aussi en ligne avec des étudiants à Brazzaville pour que nous puissions développer cette même pensée du réveil de l'Afrique. Pour ceux qui veulent me contacter ici, à Brazzaville, c'est le 565, c'est un numéro RTL, 565 48 48 9. Avec l'aide des autorités de Brazzaville, si l'Éternel Dieu le permettra, que nous puissions nous voir, parce qu'une conférence sera organisée à Kinshasa du 24 au 25. Et je pense qu'avec la reine de Midi, que vous connaissez, c'était déjà en contact avec... Myriam Oché, justement, qui a fait le pont. Qui a fait le pont entre moi et vous. D'ailleurs, vous savez qu'elle est juive. Moi, je suis chrétien. Nous ne parlons pas le même langage. Mais nous avons su faire la convergence des connivences. Donc, je salue les autorités de Brazzaville. Je pense qu'il est temps que l'autorité de Brazzaville, avec tout le respect que je dois au président Denis Sassou Nguesso, que je félicite pour avoir résisté à ces vents de l'impérialiste, que nous développons notre concept et que nous réunissions la base. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Merci d'avoir tenu tout ce temps avec nous. Merci. On peut lire ici un de vos ouvrages, le premier et deuxième socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, la découverte de ce que l'on a. Troisième socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Et quatrième socle, la loi de la planification ou la matière de facteurs. La maîtrise du facteur temps. Ou la maîtrise du facteur temps. Merci beaucoup. On se retrouve certainement à une prochaine occasion et je pense que nous allons développer sur d'autres sujets. Jazz, je serai le plus flatté. Merci beaucoup à Télé Congo. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci. Voilà, c'était donc Studio 210. Prochain rendez-vous, dimanche prochain. Merci à toute l'équipe technique tenue par Raph Okemba et Karine Blanche Kanda.